à travers toute la population, peu importe où on se trouve, qu'on soit en ville, en région, au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, aux États-Unis, particulièrement aux États-Unis, on a des enjeux avec le diabète de type 2 à l'échelle mondiale et c'est la tendance est juste prévue pour aller de pire en pire et surtout en termes de, je dirais, de fardeau sur les systèmes de santé. C'est une thématique particulièrement intéressante de ce côté-là. Puis en même temps, hein, ce qui est le fun d'un point de vue recherche et études de faisabilité avec cette thématique-là, c'est que c'est la population générale. C'est souvent, pas tout le temps, mais c'est souvent causé par plutôt un manque de maîtrise au niveau des saines habitudes de vie, mais sinon, on n'a pas des populations qui sont nécessairement plus en perte d'autonomie ou en perte de capacité cognitive, par exemple. Donc, en termes d'être être capable de comprendre ce qu'on fait comme projet de recherche, puis de nous donner leur opinion, leur expérience, je trouve ça tout à fait, en fait, je trouve ça idéal comme population pour le tester. Ensuite de ça, c'est ça. Au niveau de la méthodologie, donc plus spécifiquement, comment est-ce qu'on veut étudier cette faisabilité-là? Comme je vous ai dit, on vient en fait au centre Jean-Jacques Gaultier pour recruter 300 patients et parmi là, les gens qu'on va consulter pour évaluer la faisabilité, il y a le personnel du centre Jean-Jacques Gaultier qui va être associé à ces 300 patients-là, donc leurs professionnels de la santé et les gestionnaires qui vont pouvoir aussi nous donner leur opinion. On va donc mettre à l'essai, ça c'est un sous-objectif, mais tout de même, on va mettre à l'essai une méthode de suivi à distance du diabète qui va nous permettre de collecter des données à 3 temps de mesure, donc initialement au temps zéro et ensuite après 3 mois puis après 6 mois. Et puis, on va essayer de voir est-ce qu'on est capable d'utiliser la technologie de l'AutoML qui est commercialisée ici par Microsoft dans l'environnement donc sécurisé et approuvé là, pour traiter des données en santé au Québec. Et puis, est-ce qu'on est capable donc de développer quelque chose d'utile avec l'intelligence artificielle pour prédire l'évolution de la maladie? En même temps, pour rendre ce projet-là euh, possible, il a fallu obtenir du financement et puis le partenariat de différentes personnes et organismes. Donc, nos partenaires principaux, on a, Partenariat UDM, c'est le concours de financement qu'on a obtenu. Donc, ce concours-là, comme plusieurs, demande une participation de la part de partenaires, que ce soit en argent ou en nature. Et puis, donc, le financement qui est offert vient doubler, en fait, ce qui a déjà été donné. Donc, si on arrive à avoir une contribution de 100 000 le financement va aller donner là-haut de 100 000 pour un projet total de 200 000. Donc, nos partenaires principaux, évidemment, on retrouve le CIUS du nord de l'île de Montréal. Donc, autant le côté clinique que le côté recherche ont bien compris la nature du projet et ont accepté de nous offrir, les ressources dont on aurait besoin pour le mener à terme. Et puis, on a aussi la chance d'avoir développé un partenariat avec l'INRS, le Centre Armand Frappier, qui, eux, vont s'occuper davantage de l'aspect analyse d'échantillons biologiques. Comme je l'ai dit tantôt, on fait le suivi des gens après à 3 temps de mesure, donc temps 0, 3 mois, 6 mois. Ces mesures-là, oui, il y a des données questionnaires auto-rapportés, etc. Mais on va aussi prendre une mesure de l'HbA1c pour, justement, si on veut prédire le diabète, faut se rattacher à une mesure du diabète. Donc, l'HbA1c étant un bon indicateur à ce niveau-là. Et donc, c'est ça. Au bout du compte, l'objectif, comme je dis, c'est vraiment exploratoire pour aller voir comment ça se passe quand on essaie de le faire pour vrai. Puis en fonction de ces apprentissages-là qu'on va tirer, on va être capable après ça de nourrir la phase 2 du projet qui se veut en fait aller au-delà de seulement l'exploration de la faisabilité, mais de dire, OK, maintenant que je comprends réellement ce que ça représente, ce rêve-là qu'on veut implanter, comment est-ce qu'on va le faire pour vrai? Donc, on ne veut pas juste s'arrêter à une étape. On vous informe, by the way, c'est beaucoup plus compliqué que t'en as l'air, puis arrêtez là, puis s'en aller faire autre chose. On veut vraiment faire le tour de la question pour se préparer à aller jusqu'au bout et ultimement en arriver avec un outil d'intelligence artificielle qui est réellement capable de prédire l'évolution de la condition de façon efficace, minimalement aussi efficace que l'alternative qui est actuellement utilisée.
Donc, je pourrais élaborer plus en détail sur plusieurs volets de tout ce que je viens de mentionner, mais je ne veux pas vous perdre non plus. Donc, je pense que ce serait un bon moment là, s'il y a des gens qui ont des questions ou même des réactions ou des incompréhensions, c'est des choses qui vous outrent, n'hésitez pas à m'en faire part. En fait, la question, c'est ça, c'est de savoir est-ce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'aller faire un diagnostic de la population finalement ou si on garde tout de même un volet individuel. L'objectif ici, c'est en fait, c'est profondément ancré dans des préoccupations individuelles. On veut que les gens soient capables, par exemple, je vous donne juste un, dit de façon simple, là, le fameux bilan de santé annuel qu'on est censé avoir, mais que toute la population n'a pas. Est-ce qu'on pourrait avoir dans notre bilan de santé annuel un vrai test annuel qui dépiste notre risque de développer le diabète au cours de la prochaine année, par exemple? Donc, chaque personne se voit outillée d'une information qui a une grande valeur. Après ça, bon, on peut tout rentrer dans les détails de oui, mais tu ne peux pas juste donner un score, il faut que tu donnes aussi un contexte, puis tu donnes du soutien. Puis ça, oui, on fera ça quand on sera rendu là, c'est tout déjà réfléchi. Mais l'objectif est là quand même de dire on veut que chaque personne au Québec soit capable de savoir son risque réel, ou du moins le plus proche possible du réel, de développer le diabète au cours de la prochaine année. Oui, ben en fait, je peux juste résumer la question. C'est au niveau de la méthodologie pour ce qui est de l'algorithme prédictif, finalement. Oui, je peux donner plus d'infos à ce niveau-là. Ici, je l'ai mis de façon très résumée. On le voit vraiment dans le bas de la fiche, dans le coin méthodologie, où on va utiliser donc l'AutoML pour entraîner, tester et valider le modèle prédictif d'IA à partir de la base de données Cartagin. Donc, cette phrase-là aurait pu avoir une affiche très détaillée juste à elle. Et puis, en gros, ce qu'on va faire, c'est que euh, pour ceux qui ne connaissent pas là, la base de données Cartagène, c'est une très, très, très grosse base de données sur des milliers de personnes au Québec qui rassemble énormément d'informations sur leurs habitudes de vie, leur milieu de vie et leur historique médical, leurs données génétiques. Donc, on a vraiment une grosse richesse de ce côté-là. Et puis, ce qui est réfléchi au niveau méthodologique ici, c'est en fait d'entraîner le modèle d'IA à partir de cette grande base de données-là québécoise, qui déjà est une base de données québécoise, donc plus proche de ce qu'on va retrouver au Québec versus d'autres bases de données dans d'autres pays. Et puis, ça nous permet aussi donc d'espérer avoir un modèle performant, minimalement performant pour avoir une certaine pertinence clinique, parce que on parle de, dépendamment des variantes qui nous intéressent, on peut aller chercher jusqu'à 30 000 personnes. Donc, entraîner le modèle puis de dire, bon, ben, pratique-toi à prédire le diabète chez 30 000 personnes en fonction de toutes ces données-là que tu as accès dans la base de données et tu es libre de faire les interactions que tu veux, les mix and match que tu veux, les liens que tu veux, exactement. Euh, puis deviens un expert de prédire le diabète chez ces 30 000 personnes-là. Après ça, on reprend ce même outil-là, on s'en va dans un contexte clinique choisi qui est le centre Georges-Gautier, ça aurait pu être n'importe quel autre contexte clinique au Québec. On se dit, on va aller faire ça, on va aller voir ce que l'algorithme nous répond en termes de prédiction de l'HbA1c chez 300 personnes. En même temps, on n'aurait pas nécessairement besoin de le mettre à l'essai 300 fois pour voir s'il fonctionne bien ou non. Là. Probablement qu'après 50, on aurait une bonne idée. Mais le reste, donc d'aller vraiment voir les 300 personnes, c'est vraiment pour aller appuyer l'aspect faisabilité, aller collecter leur opinion, etc. OK. Ouais. Ben, en fait, je pense que juste en expliquant la réponse, ça va peut-être faire sens pour les gens qui n'ont pas eu la question. Ça va être plus simple que de juste résumer la question. Puis si vous avez des questions, ben, relancez-moi. Donc, au niveau des variables, donc il va y avoir éventuellement énormément de variables prédictives. Donc, comment faire pour s'assurer que on cible un nombre de variables qui va être pertinent et utile en clinique? C'est bon? OK. Ce qui est particulièrement intéressant par rapport à ça, ce qui est possible de faire et ce qui est souhaité d'obtenir, c'est que, admettons, comme vous dites, qu'il y a 300 variables qui disent ben, toutes ces 300-là jouent un rôle significatif
envers la prédiction de. Ce qui arrive, c'est que ces 300-là, on peut s'attendre raisonnablement à ce que la courbe de pertinence descende drastiquement. Et donc, une fois qu'on a considéré, par exemple, les 3 premières ou les 5 premières variables, ceux-là vont expliquer peut-être 95% du phénomène. Puis, sur les 295 qui restent, eux, ils se partagent le 5% restant. Donc, déjà là, ça nous aide. Ce qui va rendre ça, je vous dirais, encore plus parlant, c'est vraiment juste de regarder le numéro 1. Parce que faut pas oublier qu'un des objectifs de cet outil-là, c'est d'orienter, oui, la prédiction, mais aussi d'orienter c'est quoi notre priorité en termes d'intervention. Fait que si on a une liste devant nous qui dit, ben écoute, la personne qui est devant toi, si tu n'avais pas eu l'outil prédictif, tu aurais parlé avec elle, tu aurais essayé de déterminer, OK, on ne peut pas en même temps changer vos habitudes alimentaires, vos habitudes d'activité physique, changer où est-ce que vous habitez, changer votre travail. Il faut qu'on choisisse une affaire, ou la qualité de votre sommeil, votre médication. Tu sais, ça peut être plein de choses. On va choisir une chose. Qu'est-ce qui semble vous apporter le plus de problèmes en lien avec votre problématique de santé? Parfait, on regarde ça ensemble, on trouve que ça a l'air d'être une bonne décision, on essaye ça, on se donne 3 mois, 6 mois, on réévalue votre HbA1c, puis on regarde qu'est-ce que ça a donné. Avec cet outil-là, l'espoir, c'est de grandement accélérer ce même processus-là et d'arriver puis de dire, ben, regarde, l'algorithme nous a permis de mettre en ordre de priorité que pour cette personne-là, ça semble être la gestion de son sommeil qui est problématique d'abord. Mais là, si on regarde les deux, peut-être que les deux plus forts vont avoir un score très, 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 très proche, puis on va se dire, ben, écoutez, ça a l'air d'être votre sommeil et votre alimentation. Qu'est-ce que vous en pensez si on essayait de regarder ça ensemble? Fait on est capable, après ça, de refaire, oui, un suivi après 3 mois, même chose, puis de réévaluer qu'est-ce qui semble avoir modifié. Donc, c'est vraiment un outil qui vient ajouter à ce même processus-là qui est déjà en place. Puis dans les phases futures du projet, il est souhaité d'aller chercher d'autres variables, d'autres mesures qui vont être prises de façon plus rapprochée, qui fait qu'on serait capable de dire, ben, plutôt que d'attendre 3 mois la prochaine prise d'HbA1c, on a d'autres indicateurs dans notre corps qui changent très rapidement et on serait capable, après peut-être 14 jours de cette mesure-là prise à tous les jours parce qu'on vient de faire un changement, on vient de changer votre alimentation, on vient de changer votre routine de sommeil, on va vous suivre pendant 14 jours, puis on va regarder dans quelle direction votre organisme est en train de se rendre. Puis en fonction de ces 14 jours-là, on est en train de se dire, ben, est-ce qu'on est en train d'avoir des prédictions qui semblent s'améliorer ou empirer? Puis là, ben, on serait plutôt que d'être sur un cycle de 3 mois ou de 6 mois, on serait sur un cycle de 14 jours pour ajuster les interventions. C'est ce qui est souhaité avec la programmation de recherche. Ça ne sera pas possible de le faire après l'étude 1, mais c'est vers là qu'on veut s'en aller. Il y a des questions en ligne, là, donc je vais les poser directement peut-être. Une première qui a été répondue au moins partiellement, mais je vais la poser quand même, là, au cas où il y avait des éléments à ajouter. Quel type de données envisagez-vous d'utiliser pour entraîner l'outil? Puis entre parenthèses, analyse sanguine, imagerie, glycémie, etc. Je vais poser la deuxième tout de suite, qui était cet outil sera consultable donc par qui et sur quelle plateforme une fois qu'il sera mis en place? Oui, merci pour les deux questions qui amènent des volets vraiment intéressants et importants à discuter. La première, donc, au niveau des données qui vont être utilisées, en fait, ben, c'est une grande liste, là, mais tout de même, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le site de Cartagène. Là, le mot est écrit en bas. Là. Ils vont vous donner des informations sur les données disponibles. De façon plus concrète, je peux le résumer en disant on veut essayer d'avoir un portrait le plus complet possible, sans nécessairement tomber dans l'extrême non plus. On ne veut pas que les gens, ça leur prenne 2 heures à remplir un questionnaire. Mais on veut s'assurer, comme je vous dis, il faut se remettre dans le contexte où ça, c'est l'étude 1. Il va en avoir d'autres qui vont aller chercher d'autres données, qui vont essayer d'avoir une base de données beaucoup plus riche. L'étude 1 veut juste aller voir, c'est-tu faisable? Est-ce qu'on est en train d'aller dans une bonne direction? Donc, on veut y aller de façon plus ciblée, mais tout de même complet. Alors, il faut qu'on touche les habitudes de vie, donc alimentation, activité physique, sommeil, comme je viens de le dire. On touche le lieu de résidence et un indicateur qui nous dit à quel point l'endroit où cette personne-là habite, à quel point est-ce que son environnement influe sur sa santé, là, que ce soit le niveau de pollution, l'accès à l'alimentation, l'accès à des services de soins, ce genre de données-là. On a aussi donc des données au niveau des prédispositions génétiques, mais auto-rapportées. Donc, on n'utilisera pas à ce stade-ci, nécessairement, on n'utilisera pas le génome, par exemple, de la personne, parce que ça ne sert à rien d'entraîner l'IA sur le génome si je n'ai pas la donnée du génome après pour le mettre en test avec les gens qui vont le tester. Donc, c'est ça, on va se limiter à ça.
beaucoup c'est ça, d'informations auto-rapportées, puis le score d'HbA1c qui va être notre référent. Mais je dirais plus spécifiquement, il y a tellement de variables que si vous avez vraiment des variables qui vous intéressent, vous voulez savoir ce qu'on vous allez considérer celle-là, vous pouvez me le demander. Déjà d'emblée, on n'utilisera pas tout ce qui est imagerie médicale, dossier médical. On va se limiter le plus, on va aller chercher le moins possible d'informations en fait dans le dossier médical. On veut vraiment juste aller voir, si on utilise le même genre de variable qui est utilisé en ce moment pour le dépistage du diabète, mais qu'on va chercher les vraies données dans la base de données de Cartagène, qu'on entraîne un modèle d'IA, est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'on peut aller chercher une meilleure capacité que juste le questionnaire Canrisc, par exemple, qu'on peut prendre en ligne? La deuxième question, peux-tu me rappeler? La deuxième, c'était oui, cet outil sera consultable par qui et sur quelle plateforme une fois mis en place? Oui, en fait, c'est ça. C'est un projet de recherche exploratoire où on regarde les technologies qui existent en ce moment, qui sont vendues par, là, on a Microsoft, mais il y a d'autres, Amazon, Google offrent des services similaires. On veut aller voir, est-ce que ce type de service-là peut être utile et pertinent en contexte clinique au Québec. Après ça, l'outil, donc, va être en constante évolution à travers la programmation de recherche et c'est pas pensé en ce moment pour être un outil qui va être déployé nécessairement à travers le réseau. Il y a une nuance ici à faire dans le sens où la programmation de recherche est faite pour essayer d'avoir des apprentissages et développer cet outil-là pour qu'il soit le plus pertinent possible, le plus efficace possible à travers ce processus-là. On va éventuellement arriver à un point où on se dit, admettons, OK, on a atteint un point où l'outil est assez efficace qu'il offre une réelle plus-value en clinique. Si nous atteignons ce point, lorsque nous l'atteindrons, on pourra discuter de savoir comment est-ce qu'on peut procéder pour le rendre disponible à d'autres milieux. Mais tant qu'on ne sera pas rendu là, c'est tout un autre, un autre ensemble de processus qu'il faut enclencher pour dire on passe de la recherche à l'implantation clinique dans différents milieux. Ce n'est pas prévu par le projet, mais comme je vous dis, notre objectif, c'est de se rendre là. Mais je ne peux pas vous dire quand ni comment. Il faut attendre de voir qu'on a atteint un niveau de maturité suffisant et un bon timing politique aussi pour dire, OK, on déploie ça à plus grande échelle. Je vous ai aussi dit que dans nos partenaires qui se sont engagés à soutenir le projet de façon sérieuse, on a le SNIM, volet clinique et recherche. Donc, nos partenaires nous suivent ce projet-là de près, sont intéressés de près à ça, et à mesure, donc, on va démontrer que l'outil peut être utilisé de façon sécuritaire et offrir une réelle plus-value en clinique, qui, ultimement, si on arrive en plus, c'est prévu aussi dans les volets du projet de démontrer l'aspect médico-économique, l'évaluation financière de tout ça, et qu'on arrive, on dit, écoute, c'est efficace, c'est aussi bon que ce que vous faites en ce moment, mais en plus, ça vous permet d'avoir un dépistage à plus grande échelle de votre population à moindre coût. On va discuter de façon de l'implanter de façon sérieuse. Donc, on n'est pas seulement des chercheurs pour la recherche, on veut réellement que ça s'implante dans les milieux, mais je ne peux pas encore vous dire comment ni quand. C'est bon? Oui. Il y a une autre question en ligne. Est-ce que je ne sais pas si on peut continuer aussi? Je ne sais pas c'est quoi le... Moi, j'ai le temps. OK, parfait. non, mais c'est au sens où... bon, si je comprends bien, ce serait plus pour avoir un visuel des données sur une problématique de santé publique pour le moment et par la suite, si nécessaire, développer quelque chose. Non, on a vraiment une approche, ce qui est souhaité ici, c'est oui, on veut développer un outil utile, on veut développer un outil pour la clinique. On veut développer cet outil-là. On veut aussi être sûr que ce qu'on est en train de développer, ça représente une faisabilité raisonnable. On veut que les gens qui sont impliqués, puis par les gens, j'entends tous les gens qui sont impliqués, donc les patients, les professionnels, les gestionnaires, tous les niveaux, là. On va être sûr que tous ces gens-là soient capables de s'exprimer à travers l'idée d'implanter cette innovation-là parce que on ne veut pas arriver à un point où on dit, écoute, on a vraiment des belles retombées, on a une belle acceptabilité, les patients adorent ça, les cliniciens adorent ça, mais on n'a jamais consulté les gestionnaires, puis on n'a pas pensé à quelque chose de super important qui fait qu'au-delà de la super bonne idée, on ne peut pas l'implanter parce que raison plate. On veut savoir la raison plate dès le départ. Puis après ça, on a le temps, puis on a le loisir d'intégrer la raison plate.
Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense que c'est correct. Comment ont réagi les gestionnaires jusqu'à présent là, à cette initiative, à ce projet? C'est ça, je vais y aller vraiment avec une expérience personnelle, donc ma perception, mon interprétation de ce qui se passe. Depuis que j'ai commencé à parler de ce projet-là, il a pris plusieurs formes, il a évolué avec le temps, les variables ont changé, l'approche, tout ça. Au début, on ne devait même pas utiliser Cartagène, c'était en parlant là, avec différentes personnes qui nous ont dit « Ah, as-tu pensé de faire affaire avec eux? Ça peut être facilitant. » Puis on s'est dit « Ah oui, on pourrait peut-être gagner des étapes et aller plus vite encore. » Donc ça aussi, c'est toujours une préoccupation que j'ai en tête. Comment on peut aller plus vite encore? Donc, bon. Mais c'est ça, au final, donc comment est-ce que les gestionnaires reçoivent ça? Jusqu'à maintenant, ça va très bien. Jusqu'à maintenant que je parle avec Daniel Sinet, donc directeur du centre de recherche, ou avec les gestionnaires cliniques plus au centre Jean-Jacques Gauthier, chaque fois que je parle, ou même avec les cliniciens, j'ai pas encore eu personne qui m'a fait la bête en me disant c'est vraiment pas une bonne idée. Je veux dire, c'est un peu c'est quoi l'expression? On peut pas être contre la vertu. Là. On est en train de dire on veut vous aider à faire mieux votre job en vous demandant comment on peut vous aider à faire mieux votre job, en étant très humble par rapport au fait que nous ne sommes pas cliniciens, je ne suis pas infirmier, je ne suis pas nutritionniste, je suis juste un chercheur qui veut s'assurer que ce qu'on va implanter va être utile. Fait que je vais aller poser la question à tout le monde qui va être potentiellement touché par cette utilité-là. Et jusqu'à maintenant, comme je disais, les gestionnaires ont vraiment eu une approche d'ouverture de porte pour minimalement avoir au moins ce réflexe-là de dire oh, attends, oublie pas qu'il faut telle autorisation puis qu'il faut passer par telle procédure. Mais toujours dans une optique tournée vers on va trouver comment faire pour aller de l'avant. Donc oui, j'ai toujours, jusqu'à maintenant, là, mon expérience au centre Jean-Jacques Gauthier est numéro 1. Et on a une autre question. Est-ce qu'il y avait une autre question ici ou c'était... OK. On a une autre question relative donc aux données, vie privée, etc. Là, comment envisagez-vous, excusez-moi, d'utiliser ces données nominatives tout en respectant les exigences de la loi 25 en matière de protection des renseignements personnels, notamment en ce qui concerne le consentement explicite, la sécurité des données et leur hébergement? Je pense que c'est l'hébergement des données, là, de ce que je comprends. Oui, ben en fait, je ne suis pas un expert en la matière, donc peut-être que ce que je vais dire va vous trouver peut-être manquer de profondeur. Je ne maîtrise pas à 100% la Web 25 non plus. Par contre, on est une équipe. Et quand je dis on est une équipe, oui, il y a les gens nommés en haut de l'affiche, mais j'inclus aussi tous les services et soutiens qu'on a du centre de recherche. Donc, on s'est assuré de suivre les bonnes pratiques telles que donc les différentes personnes, que ce soit à la convenance ou à l'éthique, les comités éthiques. On a notre approbation éthique, on a notre financement, on a la convenance, on est passé à travers tout ça. Donc, je dirais que d'emblée, on a les sceaux qui approuvent qu'on respecte tout ce que vous venez de demander. Maintenant, de façon plus spécifique, je dirais, notre souhait, encore une fois, c'est de démontrer la faisabilité, pas juste pour nous, mais pour l'ensemble des milieux cliniques au Québec qui veulent utiliser de l'auto-ML dans leur milieu. Est-ce que ça fait du sens? Et puis donc, on essaie de se rapprocher le plus possible de la réalité des milieux cliniques au Québec. Alors, par exemple, ce que ça veut dire, c'est, on prévoit d'héberger toutes nos données au CIUS, sur les serveurs du CIUS. Donc, qui en soi suivent les règles et les lois en ce qui a trait à la protection des données privées. Pour ce qui est de l'accès aux données, il y a seulement l'équipe de recherche qui va y avoir accès. Puis encore là, je veux dire, s'il y a un des chercheurs qui clairement, pour l'instant, n'a pas besoin de jouer avec les données, il n'y a pas de raison qu'il ait accès aux fichiers. Donc, on y va vraiment en fonction de ça. Puis dès qu'une personne n'a plus besoin d'accéder aux données, elle n'aura plus accès, puis c'est tout. Cette façon-là de faire de données accept d'enlever est très facile là, au CIUS. Sinon, après ça, même chose pour les données de Cartagène pour l'entraînement. Eux, ils gèrent leur base de données de façon là, très, 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 très stricte. Et puis, ils nous donnent seulement des données dénominalisées. Et même, je dirais, pour l'association avec les variables environnementales, on n'a même pas besoin d'avoir le code postal. Ils font eux-mêmes l'appariement entre les données de chaque participant et leurs variables environnementales. Donc, on ne sait pas où ils habitent, on ne sait pas comment ils s'appellent. Déjà là, le projet de recherche n'aura même pas accès à ces infos-là. Pour ce qui est des participants, on va suivre, comme je vous dis, le principe du stockage local, accès restreint,
accès sécurisé. Après ça, là, pour les technicalités, comme je vous dis, on a eu les approbations éthiques. Si vous avez des questions plus spécifiques, vous pouvez me relancer et je vais pouvoir vous répondre. Oh, et tout le monde signe un consentement. OK. Ben, ouais, ces gens-là vont tous consentir à la recherche, vont tous signer un formulaire de consentement et vont aussi avoir l'opportunité de mentionner leur ouverture à continuer dans le programme de recherche. Donc, je parlais tout à l'heure qu'il y aurait plusieurs autres phases. Ils vont pouvoir nous informer qu'ils sont intéressés à poursuivre, sans y être obligés, évidemment. Je n'ai pas écrit, le nom m'échappe en ce moment, mais on suit un cadre théorique très spécifique, clairement établi pour étudier, juste pour rappeler la question, là, comment est-ce qu'on mesure la faisabilité, donc pour s'assurer que ce soit exportable dans d'autres milieux. On suit un cadre théorique, en fait, qui mesure différents aspects de la faisabilité. Par exemple, un étant l'acceptabilité. Donc, à quel point est-ce que les participants trouvent ça acceptable d'utiliser cette façon-là de monitorer leurs conditions? Même chose pour les professionnels de la santé et les gestionnaires. Je vous dirais, sans rentrer dans les technicalités de toutes les dimensions du modèle théorique, en gros, ce qu'on fait, c'est que on dit, nous ne sommes pas des experts pour vous dire si ça va être faisable d'implanter une solution dans votre milieu. Nous venons vous voir et on vous dit, voici l'innovation qu'on veut amener dans votre milieu. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous semble être des enjeux au niveau de l'implantation de cette solution-là? Donc oui, on a des questions spécifiques qui vont être posées pour évaluer des aspects de la faisabilité d'implantation, mais au bout de ça, on va aussi avoir des entretiens pour évaluer de façon plus qualitative, donc de dire, bon, oui, vous avez rempli des questionnaires, c'est intéressant, on va analyser ça, merci beaucoup, mais au-delà de ces questionnaires-là, dites-moi, là, concrètement, informellement, là, juste une conversation, là, on veut implanter ça dans votre milieu, vous avez vu c'était quoi la technologie, c'est après 6 mois, là. Vous avez vu c'était quoi la technologie, vous avez vu ce qu'on a fait, vous avez vu les démarches que ça a pris. Qu'est-ce que vous en pensez au bout du compte, là? Si on veut implanter ça, pas est-ce que ça se fait, si on veut implanter ça à travers le réseau, là, c'est quoi les enjeux? Puis là, on va avoir cette conversation-là pour pouvoir faire ressortir ces préoccupations-là qui vont être propres au milieu ici. Puis ensuite, dans les phases futures du projet, on va pouvoir les collecter dans d'autres milieux, comparer, puis offrir des pistes de réflexion pour les autres milieux qui voudraient implanter le même genre de technologie. Quelles seraient les préoccupations? Mais il ne faut pas oublier qu'il va y avoir deux choses. Un, les préoccupations au niveau de un milieu clinique qui doit faire exactement les mêmes étapes de développer leur propre outil. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi la faisabilité d'un autre milieu clinique qui dit, écoute, j'ai vu ce que tu as fait au centre Jean-Jacques Gaultier, ça m'intéresse, peux-tu juste me donner accès à ton algorithme, s'il te plaît? À ce moment-là, la faisabilité va être très simple. Fait que ça dépend de ce qui est souhaité. Trois autres questions se sont ajoutées depuis. Donc, bonjour, merci beaucoup pour votre excellente présentation. Avez-vous eu des pistes de réflexion quant à la gestion des patients dépistés positivement pour le diabète dans le contexte actuel de difficulté d'accès aux soins? Je vais me permettre un petit aparté de mon côté, là, parce qu'il y a quelqu'un qui fait une présentation là-dessus la semaine prochaine dans un café scientifique. Je vais envoyer le lien sur l'accès justement là, aux soins et dépistage du diabète pour les personnes qui sont en difficulté d'avoir des soins. Mais je vous laisse répondre à cette question. Oui. En fait, je suis content. Aujourd'hui, je suis content d'avoir cette question-là parce que quand on l'a eu au comité d'éthique, ça m'avait surpris. Ça m'avait surpris parce que, comme je vous dis, je ne suis pas clinicien et bien que je puisse être au courant de certaines faiblesses du système de santé, je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse avoir des enjeux au niveau de avec cette question-là. Donc, je vais répondre. Le but du projet, c'est d'évaluer la faisabilité d'une méthode de suivi à distance. Ce faisant, on va recruter des gens qui sont déjà au centre Jean-Jacques Gaultier et qui ont déjà été identifiés par des professionnels de la santé du centre Jean-Jacques Gaultier comme étant à risque de développer le diabète et donc recevant déjà un accompagnement qui devrait répondre aux normes et à la loi au Québec sur ce genre de situation. Après ça, nous allons, oui, obtenir un score d'HbA1c qui peut être utilisé après ça par un professionnel de la santé qualifié et autorisé à donner un diagnostic de diabète. Sauf que nous, cette information-là, on la transfère au professionnel de la santé qui s'occupe du patient et on s'assure, on fait,
on considère que le professionnel de santé va faire son travail en fonction de son code de déontologie et des règles en vigueur. Nous n'avons pas de rôle spécifique à jouer au niveau de dire à la personne quoi que ce soit en lien avec son état de santé. Nous, on est là pour collecter des données et s'assurer que les gens sont à l'aise dans le processus scientifique. Le processus clinique, c'est aux partenaires cliniques. Grégory, est-ce que tu veux nuancer quelque chose? Merci beaucoup. Une autre question, donc, serait-il pertinent ou faisable dans un deuxième temps d'inclure des données plus sommaires présentes dans le dossier médical, résultats labo autres que le HbA1c, etc., pour pouvoir ratisser plus large dans l'identification des variables pouvant être parlantes en lien avec le risque de développer le diabète de type 2 ou d'autres maladies dans le futur éventuellement? Et j'en ai une deuxième que je vais peut-être poser tout de suite. Est-ce qu'un outil IA est déjà utilisé au niveau individuel, entre parenthèses glycémie, dans la gestion de la santé publique ailleurs dans le monde? Et si oui, quels sont les avantages qui sont suggérés jusqu'à présent? En fait, oui, pour la première question, je dirais que la réponse, c'est quand on pose une question de est-ce que ça serait intéressant d'ajouter des données au modèle prédictif d'IA, la réponse est toujours oui. Ce serait toujours intéressant. Ce qui arrive, c'est que plus on rajoute des données, plus ça devient difficile pour le modèle d'IA de faire son travail, on va le dire comme ça. Et puis donc, si on regarde juste l'exemple de ChatGPT, pour offrir les premières versions, un modèle qui était déjà très impressionnant, ça a quand même pris tout le texte écrit disponible sur l'entièreté d'Internet à travers le monde pour entraîner ce modèle d'intelligence artificielle-là. Donc, pour offrir quelque chose de convaincant, un modèle d'intelligence artificielle doit s'entraîner avec beaucoup de données et chaque fois qu'on rajoute une variable, ben, je dirais rajouter un exposant de beaucoup. En gros, là, ça explose le nombre de personnes dont on a besoin, le nombre de cas dont on a besoin pour entraîner le modèle. Fait que, quand je disais tantôt, Carthagène, 30 000 personnes, je suis confiant qu'avec ça, on devrait être capable d'avoir un modèle prédictif intéressant. À l'origine, quand on avait pensé le projet, puis quand je dis à l'origine, c'est il y a 2 ans, quand j'ai commencé à réfléchir au projet, je pensais entraîner le modèle juste avec 300 personnes. Puis à ce moment-là, même avec un modèle très simple, c'était pas assez. On n'est pas dans un même contexte où on cherche à faire des corrélations, des régressions, où là, on est capable d'avoir quelque chose qui, bon, OK, c'est pas tout à fait parfait, mais les analyses nous permettent d'être confiants que ça va dans cette direction-là. Un modèle d'IA qui s'entraîne, ça a besoin d'énormément de données comparativement aux analyses statistiques classiques. Puis l'autre question. L'IA alors dans le monde individuel. Honnêtement, en termes pour cette question-là, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. Là. Je sais. Je dirais, l'intelligence artificielle, juste intelligence artificielle, c'est dès qu'on a une machine qui fait quelque chose qu'un cerveau humain pourrait faire, de façon vulgarisée, là, on peut le définir comme ça. Donc, une calculatrice, juste une calculatrice, c'est une forme d'intelligence artificielle. OK? Là, ici, on parle de machine learning. Donc, l'apprentissage machine, ça, c'est ce qui est beaucoup mis à l'avant-plan dans les dernières années, que ChatGPT a contribué à faire exploser aussi, de faire comprendre aux gens à quel point ça pouvait être puissant. L'apprentissage machine, comme je vous dis, je vais à des congrès là, à chaque année, puis juste il y a 2 ans versus aujourd'hui, le nombre de présentations qui parlent d'intelligence artificielle là, a fait x10 au moins. C'est incroyable. Ce que les gens de plus en plus sont en train de se rendre compte, c'est que à partir du moment où l'intelligence humaine est pertinente dans un domaine, ben, l'intelligence artificielle peut venir aider cette intelligence humaine-là dans ce qu'elle fait. Alors oui, on va avoir des applications partout. Donc, bien que je ne puisse pas citer un exemple, c'est sûr que quelque part dans le monde, il y a une intelligence artificielle qui est utilisée pour aider à gérer la glycémie. Je ne pourrais pas en dire davantage. Je pense que ça répond. Question de méthodologie. Est-ce que pour cette étude, vous avez fait la recension des écrits et sur combien de temps va s'étaler la première phase du projet? Bon, c'est sûr que oui, on a fait une certaine recension des écrits. Évidemment, on n'a pas fait une revue systématique. Ceci étant dit, ce qui est intéressant avec un projet comme celui-là, c'est que ça prenne
Qu'on l'ait fait l'année passée ou qu'on le fasse l'année prochaine, ça ne change pas le fait que tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas un autre chercheur qui vient dans le sud du nord de l'île de Montréal puis qui dit « j'aimerais ça étudier la faisabilité d'implantation d'un outil prédictif du diabète », ça reste pertinent ce qu'on fait. On veut voir, est-ce que c'est pertinent pour ce milieu-là? Est-ce qu'ils seraient capables de le faire s'il n'y avait pas une équipe de chercheurs qui ont chacun leur salaire annuel et une subvention de plusieurs centaines de milliers de dollars dans leur poche pour dire on va venir voir si ça se fait? Un autre milieu qui n'a pas tout ça, est-ce qu'il serait capable de le faire? Cette question-là reste pertinente au-delà d'une revue de littérature. Comme je dis, on a fait la revue de littérature, oui, on a appuyé nos réflexions, puis nos choix méthodologiques, puis notre échéancier, tout ça, on l'a tout ancré sur des écrits publiés. C'est ça. Pour ce qui est de l'échéancier, je pense, le deuxième? Sur combien de temps va s'étaler la première phase du projet? Oui, techniquement, la première phase du projet, donc c'est la fiche là, que vous avez. On a ici là, un diagramme là, qui vous permet de voir la chronologie du projet. Donc, dans les faits, la diffusion des résultats, c'est pas nécessairement là, ça qui détermine la durée du projet. Donc, on voit, c'est pensé sur 1 an. Okay? Donc, à partir du moment où, en fait, ce qui est vraiment le plus long dans ce projet-là, c'est tout le avant. Okay, donc, déjà, de bien conceptualiser le projet, ça demande un certain temps de faire maturer l'idée, puis s'assurer qu'on ne fait pas juste y aller avec un feeling, là, une intuition. On veut être sûr qu'on s'appuie justement sur une littérature, sur des conseils d'experts, tout ça. Mais au-delà de ça, même une fois que le projet, on sent qu'il est mature puis qu'il est prêt à être déployé, tout le processus j'ai dit tantôt, l'approbation éthique puis la convenance. Ici, on a l'approbation éthique et la convenance du TIUS et de l'UDM. On a donc tout ça qui a rajouté beaucoup de délais. Et puis, tout le temps de préparation, puis le lien avec les partenaires. Puis, on a différents fournisseurs aussi qu'il faut s'assurer d'avoir une communication fluide. Tous ces enjeux-là logistiques aussi font en sorte que la préparation est plus longue que la durée du projet. Mais oui, c'est un projet qui est pensé sur 1 an. À partir du moment où tout part, entraîner le modèle en tant que tel, puis comme je dis, il y a aussi Cartagène qui ont leur propre processus d'évaluation puis de demande d'accès. C'est beaucoup de préparation. Mais c'est ça, à partir du moment où tout est prêt et qu'on dit, OK, à partir de maintenant, on part, entraîner le modèle en tant que tel, là, on s'est donné du temps parce que, comme je dis, c'est pour prévoir des délais administratifs puis des délais techniques puis tout ça, mais entraîner le modèle, ça ne prend pas 1 mois. Là. Ça va prendre quelques jours max. Après ça, en termes de recrutement, c'est le temps que 300 personnes au centre Jean-Jacques Gaultier acceptent de participer au projet. Puis dès qu'on a une personne qui accepte de participer au projet, cette personne-là commence son 0, 3, 6 mois. Donc, on s'est laissé une marge de manœuvre pour essayer de couvrir les 300 personnes. C'est pour ça que la collecte de données dépasse aussi là, sur plusieurs mois. 6 mois, le dernier participant. Et ensuite, on s'est donné une période d'analyse parce que là-dedans, il y a des analyses préliminaires au début qu'on veut prendre le temps de faire pour voir dans quelle direction est-ce qu'on se trouve. Est-ce qu'on peut commencer déjà à diffuser, faire une présentation au centre de recherche, au centre Jean-Jacques Gaultier? Est-ce qu'on va aller en congrès, diffuser des résultats préliminaires? Ensuite, on continue nos analyses, on a nos résultats finaux, on publie un article, on va à d'autres congrès. C'est la dernière partie de diffusion. Ça doit bien répondre. Oui, merci. J'ai une autre question. Je vais essayer de bien la rendre. Bonjour, est-ce que votre algorithme était testé auparavant ou si c'est avec les données collectées que vous avez alimenté le machine learning, donc pour tester la faisabilité de votre algorithme? Oui, en fait, je vais résumer et répéter un petit peu ce que j'ai dit au préalable parce que je suis conscient là, que c'est pas nécessairement tout ce que j'ai parlé, c'est pas des sujets que tout le monde est super à l'aise d'en parler à tous les jours. Donc, je vais m'assurer de clarifier quelque chose. Ce qu'on veut voir, c'est notre capacité à nous, en tant qu'équipe de chercheurs, de trouver des solutions pour entraîner un algorithme d'IA. Alors qu'on sait très bien qu'il n'y a personne dans l'équipe CAR qui a cette expertise-là. Donc oui, on a des chercheurs collaborateurs qu'on va solliciter à des moments clés pour s'assurer que ce qu'on fait fait du sens. Mais le but, c'est de voir, est-ce qu'un contexte clinique, donc le fameux exemple qu'on voit souvent dans les présentations en congrès, justement, c'est le docteur qui a utilisé de l'AutoML pour détecter des tumeurs sur des radiographies. Okay? C'est une des utilisations de l'IA qui est hyper performante en ce moment. Là. La détection d'images, c'est vraiment, vraiment bon.
Et donc, le docteur a utilisé, c'est comme, il y a une petite trousse à outils, assemble toi-même ton IA à la IKEA. OK? Tu as ton petit livre d'instructions, tes petits outils, on dit mets ça, mets le A dans le B, puis visse là, puis ça va bien se passer, tu vas avoir ton meuble à la fin. Donc, c'est une trousse IKEA vendue par les grosses entreprises qui possèdent les plus grosses capacités d'IA à travers le monde. Donc, par exemple, Microsoft, Google et Amazon, qui vendent ces accès-là. Ils vendent l'accès aux ordinateurs de très haut niveau que personne n'aurait les moyens de s'acheter. Ils vendent l'accès à leurs serveurs, ils vendent l'accès à leurs algorithmes d'IA. Puis, ce que cette petite trousse-là fait, en fait, c'est qu'elle dit, bon, ben, en fonction des données que tu me donnes, je vais te dire quelle approche utiliser en IA qui est la meilleure, la plus susceptible de fitter avec tes données, avec ce que tu veux faire. Elle va t'orienter dans la bonne direction. Donc, c'est un peu le principe. On clique sur des cases, puis au bout, ben, on a un beau petit produit personnalisé. C'est ça qu'on essaye de faire ici. Donc, il n'y a pas de... On n'est pas vraiment dans la création sur mesure d'un algorithme d'IA. C'est ça, tu penses? Ouais. J'ai l'impression que ça répond bien à la question, oui. J'en ai une autre qui vient d'apparaître. Vous avez mentionné que l'algorithme sera la valeur exportable. Y aura-t-il des enjeux de droit et de brevet pour utiliser l'algorithme de votre recherche, notre recherche, pour notre population? Ah oui, sur d'autres gens l'utilisent. Très bonne question. Je n'ai pas une réponse coulée dans le béton à ce niveau-là. Par contre, ce que je sais, c'est que ceci est un projet de recherche financé avec des fonds publics. Donc, je ne peux pas partir avec puis le vendre. OK? Déjà là, de base. Les connaissances qui sont générées avec ça appartiennent à ceux qui l'ont financé. Donc, là, à savoir exactement les enjeux de droits d'auteur et d'exporter, tout ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que depuis le jour 1 et tous les jours depuis, la priorité de cette programmation de recherche-là, c'est d'outiller le système de santé du Québec pour que le système de la santé soit plus performant et que les gens qui en bénéficient reçoivent un meilleur service. À partir de là, moi, je vais déployer les efforts. À partir de là, c'est ça. Moi, je déploie les efforts avec toute ma capacité et l'équipe qui m'entoure à ce que ça puisse se concrétiser. Donc, évidemment, de venir rajouter des barrières au niveau des redevances, ce n'est pas nécessairement dans la philosophie du projet de recherche. Mais c'est ça, je ne pourrais pas rentrer plus dans les détails. Il ne faut pas oublier qu'on est encore très, très préliminaire dans toute cette programmation-là. Donc, je ne peux pas parler de... Ça va être quoi les enjeux qui vont survenir dans 5 ans, mettons. Mais je peux au moins vous dire la direction qu'on souhaite prendre. Ça va? Oui, ton côté, votre côté. Ah, non, moi, je suis très content. En fait, je suis particulièrement content des questions qui ont été posées. J'aurais été franchement déçu d'avoir aucune question. Donc, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de présenter le projet. Comme je dis, si ça vous intéresse, n'importe qui, que vous soyez en ligne ou en présentiel, ou que vous connaissez quelqu'un que ça l'intéresse et qui a envie de continuer la conversation, je trouve le sujet intéressant. Donc, vous pouvez me relancer, me poser des questions, ça va me faire plaisir. Si vous êtes intéressé à voir, à un moment donné, à dire « Ah, ben écoute, je sais que mon milieu serait intéressé à être partenaire à ton projet quand tu vas être rendu à telle phase de maturité. » Tu sais, juste rester dans la boucle à mesure qu'on progresse. Tout ça, je suis ouvert. N'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir. Juste dire pour le fun, il y a une description générée par intelligence artificielle de l'image qui est apparue, je ne sais pas comment, sur la présentation, qui dit que c'est une image contenant une capture d'écran hiver. Et l'hiver, c'est à cause... il y a de la neige un peu derrière, peut-être? En tout cas, le côté un peu ludique. Merci beaucoup, M. Castonguay. Merci à tout le monde qui a participé. Il y a énormément de questions. Il y a beaucoup d'intérêt pour ce sujet et pour ce projet. Et puis donc, on va conclure la présentation là-dessus, à moins qu'il y ait d'autres interventions. Merci aux gens qui étaient là en présentiel. Merci aux gens qui étaient là en ligne. Merci à toute l'équipe de recherche aussi. Bonne journée. Merci.